Inenvisageable qu'elle ne passe pas, et pour une raison que le pouvoir n'ose pas dire ou ne peut pas dire. Pourquoi il faut faire cette réforme? Le marché, c'est un être primaire. S'il voit qu'on a changé l'âge, il considérera que la France demeure un pays sérieux. Vous allez me dire, c'est idiot? Peut-être, mais c'est comme ça. Et quand on est débiteur pour 3 000 milliards, on fait attention à ce que pense son créancier. Cette réforme a une portée symbolique à laquelle il faut accepter de céder, peu importe les concessions qu'il va falloir faire. Et comme le président de la République, qui sait quand même ce que sont les règles du monde financier, ne peut qu'être conscient de ça, il ne cédera pas. La question qu'il faut se poser en économie, c'est toujours à qui ça profite. Alors bien sûr, si vous faites la réforme des retraites, vous faites des économies. Il a raison, Emmanuel Macron. Sauf que vous faites des économies alors que vous pourriez décider d'en faire ailleurs. J'ai compris que votre sujet, c'était de taxer les ultra riches, les oligarques, cette toute petite proportion. Moi, ce que je constate depuis une dizaine d'années, c'est que ce discours-là s'accompagne en fait systématiquement de quelque chose de contre-productif, parce que finalement, ces gens-là, je me dis, vous les toucherez jamais. Ils se fichent de votre réforme ou de votre nouvelle loi taxatrice, comme de leur premier montage fiscal, vous voyez, et de toute façon, leur terrain de jeu est mondial, et c'est quasiment pas notre sujet en France. Par contre, ce sont des discours qui font le lit d'un accroissement systématique de l'impôt sur les classes moyennes et sur les classes même supérieures socio-professionnelles, sans être des oligarques. Et de fait, depuis 2014, l'impôt moyen par foyer payé augmente vraiment à l'aune de ces discours-là. Le dernier chiffre que j'ai à vous donner, si vous voulez le commenter, c'est qu'on a 10% des plus riches sur l'impôt revenu français qui payent 35% de l'impôt. Et en fait, ce n'est pas 35% de l'impôt, parce que comme la moitié des foyers fiscaux ne payent pas de l'impôt, ça veut dire que 10% des plus riches payent 70% de l'impôt sur le revenu. Ça ne me paraît pas horriblement déséquilibré. Non, mais en fait, là, je pense que vous vous trompez en jouant la superposition de celui qui va gagner 4 000 euros, 5 000 euros par mois, et qui peut être en fait finalement quelqu'un qui a fait un bac plus 5 et qui arrive et qui va payer et s'il n'a pas de patrimoine, qui va prendre un appartement, qui va avoir un 60 mètres carrés à Porte d'Ivry, mais ça devoir... non, mais il ne faut pas faire cette superposition, parce que là, c'est un peu, vous savez, comme le patron de PME qui se voit comme un patron du CAC 40 et qui lui va dire, ah, on paye trop d'impôts. Mais il a raison, il paye trop d'impôts. Mais le CAC 40 ne paye pas trop d'impôts. Quand vous avez un mec qui ouvre son café et qui est en face d'un grand vendeur de café américain, voyez, qui lui fait de l'optimisation fiscale, la pression fiscale du petit commerçant est plus élevée que cette grande entreprise multinationale. Et c'est ça qu'il faut dénoncer. Il ne faut pas faire la superposition entre les deux. Après, je dirais une dernière chose. Vous savez, on a quand même fait beaucoup de politique en faveur des riches, en partant du principe qu'il fallait leur faire des cadeaux. L'ISF, je le rappelle, ça rapportait 4 milliards. Il y avait 500 personnes qui partaient en somme, ça rapportait 4 milliards. On a accepté aujourd'hui de se priver d'une grosse manne parce qu'on perdait un petit peu d'argent à cause de ceux qui partaient. On s'est privé de ces 4 milliards-là. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on s'est privé de ça? Oui, mais la France est le pays où les entreprises en Europe s'implantent le plus. Qu'est-ce que nous a promis Emmanuel Macron? Il a dit, cet argent va se transformer en investissement. Ça va financer les PME. C'est ce qu'il a dit. Le ruissellement. Il a dit ça, et vous voyez, là, vous avez raison. On voit tout de suite les effets sur l'économie réelle. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'économie réelle? Il y a France Stratégie qui a fait 3 ou 4 rapports en disant que ça n'avait pas financé l'investissement. Ça avait permis de faire quoi? De financer de la spéculation, du rachat d'actions, etc. Et du dividende. Donc ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc c'est privé de 4 milliards de recettes publiques. Un tiers de ce qu'on va gagner avec la réforme des retraites. Vous voyez, concernant 1% des personnes qui ont 25% du patrimoine français, de tout ce qu'il y a dans les comptes en banque, de tout ce qu'il y a en immobilier, d'accord, pour créer de l'investissement qui n'a pas été créé. Pourquoi on n'est pas revenu là-dessus? Donc, laissons-nous croire, pour nous faire plaisir, que notre Banque centrale européenne est la Banque centrale de l'Europe. Et la vérité, c'est que la Banque centrale européenne, c'est la Fed. Et qu'on limite. Je ne pense pas que la BCE aurait initié des politiques dites non conventionnelles, comme elle l'a fait, si elle n'avait pas eu l'exemple américain. Le court-termisme a régné avec la financiarisation. Donc on a un espace qui est dicté par les financiers, pas par les hommes politiques, pas par les banques centrales, par les financiers. Et les gouvernements sont complètement dans la main des financiers, puisqu'ils ont des normes d'aide qu'il faut les reconduire, donc ils ont absolument besoin de réemprunter. Les entreprises sont très endettées par rapport aux normes classiques. En France, elles sont particulièrement endettées. Et donc, tout le monde est intéressé à l'idée de l'endettement. Tout le monde aime bien les fadaises qu'on nous raconte en nous disant les taux d'intérêt sont à zéro, l'argent ne coûte plus rien, etc. Donc, tous ceux qui
ont besoin d'emprunter sont contents puisqu'ils empruntent à zéro. Et qui n'est pas content dans cette histoire? C'est la jeunesse, qui ne comprend pas ça. Mais la jeunesse ne devrait pas être contente parce qu'on la sacrifie. Et que les débiteurs sont contents. Mais les 90% de la population qui épargne, même quand ils sont très pauvres ou modestes, on ne leur demande pas leur avis. Les taux d'intérêt sont devenus zéro, voire négatifs, c'est-à-dire qu'ils sont taxés. Et qu'est-ce que ça veut dire, un taux d'intérêt zéro ou négatif? Ça veut dire que l'argent que l'on met de côté en sacrifiant sa consommation personnelle pour créer justement quelque chose pour l'avenir, cet argent n'a pas de valeur. Dans certains cas même, il a une valeur négative, c'est-à-dire qu'il est taxé. En faisant ça, on favorise les 10% qui font de la spéculation boursière et on défavorise les 90% qui ont des livrets de caisse d'épargne et qui essayent petit à petit à mettre de l'argent de côté. Salutations. Vous le savez, l'actualité est une source d'information tout aussi nécessaire qu'elle est éphémère. Et si elle nous permet de comprendre l'instant, elle nous maintient ignorants de ce qui se joue sur le fil long et tortueux du temps. Aussi, si comme moi, les mécanismes du pouvoir et l'organisation des sociétés vous attirent ardemment, je vous invite franchement à rejoindre la chaîne gratuitement et à défaire les chaînes de votre être conscient en découvrant mon podcast et mes vidéos consacrées à ce domaine millénaire qu'est le pouvoir, seigneur invisible de toutes les relations humaines. Lisez beaucoup, apprenez autant, partagez le savoir. Merci pour votre temps.